Bonjour à tous, donc là c'est bon, ça marche. Donc je suis Pierre-Jean Mansoussan, donc c'est la troisième fois je crois que je pitch à l'AFC, donc je pense que certains me connaissent un petit peu déjà la société. Donc je suis dirigeant de la société Insimo qui développe donc à Strasbourg des logiciels de simulation pour l'apprentissage de la chirurgie et des gestes médicaux. Donc le paradigme, c'est jamais la première fois sur le patient. Donc globalement, pour nous, c'est l'objectif de la simulation médicale pédagogique, d'offrir aux étudiants de médecine des modalités d'apprentissage, qu'elles soient virtuelles ou synthétiques, pour s'exercer au geste ou au raisonnement clinique. C'est un petit peu notre spécificité. Par l'expérience, et ça, sans risque pour le patient. Donc on est basé à Strasbourg, comme je le disais, la société a maintenant 8 ans, donc un petit peu âgée maintenant. Elle compte une vingtaine de salariés, on est issu d'INRIA, et donc on a été incubé plusieurs années au sein de l'IHU Strasbourg. Alors tout ça, ça nous fournit depuis notre création des liens privilégiés à la fois avec le monde académique, pour nous maintenir au niveau de l'état de l'art dans ce qui est la matière de simulation biomécanique interactive, qui est notre cœur de métier, mais aussi avec le secteur médical qui nous accompagne dans le développement de solutions à partir de l'identification des besoins et souvent la validation de chaque phase des cycles de production. Donc on décline nos activités dans deux domaines principaux. C'est cool, la vidéo se lance. L'entraînement aux gestes médicaux et chirurgicaux sur des anatomies simulées et l'apprentissage de la planification chirurgicale sur des clones virtuels qui, eux, sont patients spécifiques. Donc je vais vous présenter juste un aperçu de nos différents projets. Il y en a, commence à y en avoir beaucoup. Donc le premier, c'est côté apprentissage du geste. On est spécialiste de microchirurgie avec retour de force, avec une référence principale qui est ancienne maintenant, mais qui est toujours active, autour de la chirurgie de la cataracte. Donc là, on travaille au sein d'un consortium industriel international pour développer sur commande un simulateur très haute fidélité pour une fondation américaine qui s'appelle Help Me See. Le but étant l'entraînement de milliers de chirurgiens dans les pays en voie de développement. Tout ça, ça va servir ça va permettre d'éradiquer la cécité liée à la cataracte dans le monde, qui touche 20 millions de personnes, soit la moitié des aveugles aujourd'hui dans le monde, grâce à la formation massive de 30 000 chirurgiens. Donc là, c'est des résultats de simulation. Donc là, sur ce genre de simulateur, on développe la partie logicielle. Alors, dans le domaine plutôt qui va vous intéresser un petit peu plus, hop là, de la chirurgie digestive. Donc ça, c'est sur la base de résultats plus récents, issus d'un projet européen. Donc on propose une offre de simulation générique pour l'apprentissage de la chirurgie robotique qu'on a développée en partenariat avec la société suédoise Surgical Science. Donc on propose aujourd'hui aux industriels de la robotique chirurgicale une offre logicielle haute fidélité pour développer rapidement les simulateurs qui sont indispensables, à nos sens, à la prise en main de leurs robots. On a développé un programme de R&D qui a adressé les fonctionnalités qui sont complexes et encore trop souvent pour nous imprécises sur les simulateurs qui sont actuellement sur le marché, notamment l'appréhension des tissus, les dissections, mais surtout la suture. Alors là, normalement sur la vidéo, vous voyez des exemples en fait de suture, et vous voyez aussi mon collègue là-bas, il est quand même tout petit, mais en live, qui est en train de faire la même chose parce qu'on a un petit prototype que vous pouvez tester juste à côté. Donc sur la suture, il y a beaucoup de sujets pour nous, donc notamment l'inextensibilité des fils de suture, une dynamique qui soit fluide en fait au niveau de fil aussi, pour pas qu'il y ait d'amortissement dans les déplacements, et ça permet un bon contrôle, une réalisation des nœuds qui puissent être libres, idem pour en fait le serrage de ces nœuds pour avoir aussi un contrôle précis, et donc tout ça sans animation précalculée. Donc encore une fois, je vous invite à aller sur notre stand pour tester le prototype. C'est la première fois qu'on le présente, c'est la première fois qu'on le sort de nos bureaux à l'occasion de ce congrès. Et en parallèle du développement commercial qu'on destine pour le moment aux industriels, en proposant dans quelques mois un simulateur générique, alors standalone, donc autonome, à destination des universités et des centres de simulation. Là encore, on est curieux de vos retours, qui nous seront très utiles pour orienter ce développement vers des besoins pédagogiques qui soient pertinents. Je passe à la suite. Donc SimandCare, c'est notre troisième simulateur, un simulateur qui est hybride pour l'apprentissage des gestes médicaux quotidiens tels que la ponction lombaire et qui n'oublie pas la prise en charge du patient, et ça pour nous c'est grâce à la réalité augmentée. Donc ça c'est un projet qu'on a mis au point en collaboration avec l'équipe de rhumatologie du CHU de Haute-Pierre à Strasbourg, qui constitue une première étape pour proposer une gamme d'outils de formation innovants pour l'entraînement aux gestes médicaux du quotidien et améliorer une offre de simulation existante qui est essentiellement composée de mannequins synthétiques pour tout ce qui est ponction et infiltration. La réalité augmentée, elle nous sert à quoi? Elle nous permet en gros de remettre l'humain au cœur du simulateur pour une ouverture qui soit pédagogique à la prise en charge psychologique du patient. Donc le monde réel, il recrée l'environnement du geste dans une forme de jeu de rôle. Le virtuel, on s'en sert pour tout ce qui est de l'ordre du geste médical invasif. Ce projet-là, normalement, vous le connaissez un petit peu. C'est Display Learning, c'est notre simulateur de planning chirurgical qui, lui, est patient spécifique, multispécialité aussi, et qui est dédié à l'apprentissage du raisonnement clinique. Donc, on commercialise ce logiciel qui permet d'expérimenter des stratégies opératoires sur des anatomies patients spécifiques au comportement simulé. Donc, tout ça, ça part de données scanners au départ, qui sont segmentées, reconstruites en 3D. Et notre logiciel, lui, Display, il génère in fine un clone déformable et opérable.
Ce support-là, il nous permet globalement de simuler les conséquences d'un acte chirurgical à partir du design de chaque étape de l'intervention, depuis le choix de la voie d'abord. Les étudiants développent ainsi leur raisonnement clinique en adaptant leur choix opératoire aux spécificités des divers cas cliniques qui sont à leur disponibilité dans la plateforme. Donc c'est un atlas chirurgical interactif qui a un contenu qui est généré à partir de l'imagerie médicale et qui est dédié pour nous à l'expérimentation de la planification chirurgicale. Dernier simulateur que vous pouvez aussi tester sur notre stand. Alors celui-là, c'est display US, un simulateur d'échographie qui est accessible en ligne sans matériel spécifique. Donc ça, c'est vraiment le dernier né de nos simulateurs. On l'a développé pendant le premier confinement pour tenter d'apporter une contribution qui soit pertinente à un moment où le besoin, on a identifié qu'il y avait un besoin de formation rapide dans un contexte pédagogique qui était clairement inédit. Alors on a conçu et développé en un temps très rapide, finalement, ce premier simulateur pour l'apprentissage d'échographie disponible totalement en ligne et dont le module pulmonaire pour le diagnostic de la Covid est resté en accès libre. Donc cette approche, elle est innovante, elle est basée là aussi sur des scanners patients, donc très facilement personnalisables, sans matériel nécessaire. Le but est de rendre la simulation accessible au plus grand nombre et de n'importe où. Son développement se poursuit actuellement pour étoffer son contenu avec la mise à disposition de nouveaux examens et de nouveaux curriculums pour l'apprentissage des protocoles standardisés de diagnostic. On a à ce jour de l'ordre d'un millier d'utilisateurs à travers le monde. Et là encore, n'hésitez pas à venir le tester sur notre stand. Ou encore mieux, créer un compte en ligne, c'est possible, vous pouvez le tester, l'évaluer. Hop. Là, c'est plus un projet très récent, mais j'en parle parce qu'il est intéressant à mon avis. Il répond à des questions que j'ai souvent eues ici en venant présenter ce qu'on faisait. Donc c'est le projet ANSYS, qui est un projet, en fait, le but est de faire la validation clinique de nos modèles de simulation biomécanique avec la HU de Strasbourg et de développer des modules d'entraînement à la chirurgie endoscopique. Donc c'est un projet collaboratif qui vient de commencer et qui va nous permettre de compléter notre offre de simulation côté à la fois planning chirurgical et entraînement au geste pour deux procédures, la slip gastroplastie endoscopique et l'ESD, Lower Upper. Ces modules seront accessibles en ligne sur la plateforme Display US pour permettre un apprentissage qui soit accessible, autonome et sans matériel spécifique, en amont de cours par exemple sur site lors de des diplômes universitaires. Nous allons aussi tenter de valider les déformations de notre modèle d'estomac virtuel à travers une étude clinique sur l'ESG. Je vous remercie pour votre attention. J'avais plus d'air, désolé. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, bravo, moi je suis toujours très impressionné. Alors, c'est en fait comme tu viens tous les ans voilà, c'est pour ça que... Non, ce qui est bien, c'est qu'on voit la progression. C'est-à-dire qu'on a vu clairement la progression. Donc l'année prochaine, ça va être encore plus impressionnant. J'espère que tu vas gagner, mais c'est pas très juste par rapport aux autres. Voilà. Non, c'est plus qu'une start-up, quoi. C'est vraiment quelque chose qui... Bon, je trouve que c'est un vrai succès français, quoi. C'est vachement bien qu'on a réussi à faire ça. C'est super bien que l'IHU de Strasbourg ait développé ça. Et voilà. Maintenant, il faut absolument que ça arrive à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, qui est en train de réfléchir aujourd'hui au développement d'une très grosse école de chirurgie qui sera à la hauteur de ce que c'est que la PHP, c'est-à-dire le premier hôpital d'Europe. Et c'est avec des gens comme toi qu'il faut travailler, quoi. Donc bravo et continue. Je n'ai pas vraiment de questions, c'était une félicitation surtout. Ah, merci. Ce serait super. Non tant que ça, mais effectivement. Moi, je vote pas, donc je peux poser les questions. Et il y a aussi conflit d'intérêts. On bosse ensemble et je connais un peu. Moi, la question et la vraie question, en fait, bon, il y a plein de simulateurs. La problématique du simulateur aujourd'hui, en tout cas dans un système français, c'est que qui achète le simulateur parce que en fait, c'est des simulateurs qui sont très spécifiques. Et donc, en effet, une fac, une université qui va acheter, voilà, après, c'est combien? Et après, il y a l'appendicite, il y a toutes les spécialités chirurgicales. Voilà. Et donc, en fait, la grosse difficulté, c'est comment avoir
une viabilité financière sur ces simulateurs-là. Donc le business plan, alors est-ce que comme il y a plusieurs simulateurs, vous avez différents business plans, est-ce que du coup le système français fait que c'est pas vos clients et le système universitaire américain qui dans des facs privés attirent les meilleurs parce qu'il y a le super centre de simulation et donc investissent et donc ont une autre politique. Donc voilà, c'était sur le business plan un peu de la difficulté en France, en tout cas de notre système académique. C'est compliqué. Clairement, en fait, on est une société on est une société fondée par des chercheurs, des ingénieurs, donc on a beaucoup expérimenté techniquement d'abord, et là on expérimente vraiment en termes de modèle économique depuis, sur on va dire les 2 dernières années, et on commence à pousser nos solutions commerciales parce qu'elles n'étaient pas non plus matures avant. Enfin, on progresse, mais on arrive à maturité surtout. Mais donc nous, notre réponse effectivement, c'est de proposer plusieurs modèles économiques différents. Aujourd'hui, nous, effectivement, on s'est développé beaucoup sur du mécénat, d'une certaine manière. Sur la cataracte, c'est du mécénat, c'est une fondation, c'est financé par un riche milliardaire américain, et c'est du mécénat. À côté de ça, effectivement, il y a des simulateurs qu'on adresse directement aux universités avec les problématiques d'acquisition qui sont décrites et qui sont connues et qui ne sont pas forcément spécifiques à la France. Là, en ce moment, on travaille sur les US. Il y a à peu près la même perception dans les centres de simulation aux États-Unis, ce qui m'a un peu surpris. Donc il y a d'autres axes. Sur la robotique, clairement, c'est un marché industriel. Donc c'est faire payer les industriels. Et sur la robotique, aujourd'hui, pour la simulation, c'est le marché qui est en train de tracter les acteurs historiques de la simulation médicale à travers des super partenaires avec Intuitive, à travers la diffusion massive des robots qui embarquent leurs simulateurs. Et là, on passe de quelques unités de simulateurs à plusieurs milliers de robots. Et donc c'est en train de faire exploser un petit peu notre secteur. Nous, on travaille maintenant avec ces simulations qu'on espère amener en fait de plus en plus en ligne, donc plus accessible, orienté directement avec les étudiants, sans passer par l'université, en tout cas sans avoir besoin de venir à l'université pour y accéder, même si elles peuvent être éventuellement subventionnées ou payées par l'université. C'est un 3e axe auquel moi je crois pas mal, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on fait coûte cher parce que c'est une niche, c'est peu utilisé. Enfin, les jeux vidéo coûtent pas cher, c'est plus compliqué à développer d'une certaine manière, c'est plus compliqué. C'est des projets industriels qui sont un peu comparables et ça se vend 50 €. Donc le problème, c'est la masse de gens. Il faut augmenter cette masse. Une façon de le faire, effectivement, c'est d'accéder peut-être directement, et d'ailleurs sur des marchés, dans des pays où il n'y a pas accès à la formation, peu accès à la simulation. Et c'est les gens aujourd'hui qui sont sur notre simulateur d'échographie, c'est beaucoup ça. Enfin, on voit des inscriptions de plein de pays africains, d'Asie du Sud-Est, et en fait, la réponse, c'est il faut qu'on arrive à massifier en fait l'usage de la simulation, et les coûts baisseront et on pourra faire des trucs super. Aujourd'hui, c'est bloqué. En fait, il faut débloquer ce truc. Donc on teste nous différents modèles parce qu'après il faut aussi survivre jusqu'à ce que ça se débloque. Mais voilà. Moi, j'avais 2 questions. La première, justement, d'abord impressionnant, vraiment. Tout simplement. Je me demandais pourquoi, d'un point de vue corporate, vous ne passiez pas sur un modèle de spin-off des différents actifs pour éviter quelque chose qui peut me faire peur dans votre cas, c'est d'être acheté à un moment donné et que ça empêche certains actifs de se déployer chez vous. Donc, d'avoir plutôt un modèle d'actifs centré, de spin-offer chacune des activités, qui d'ailleurs, à mon avis, vous permettrait aussi de lever des fonds actif par actif. Premier point. Et le deuxième point, je me demandais, ça c'est une question de Béotien, qu'est-ce que ça nécessite d'un point de vue réglementaire que votre solution soit validante dans un parcours de formation, médecin ou chirurgien, etc. C'est quoi le critère réglementaire aujourd'hui pour dire je vais passer mon examen et je vais le passer sur votre solution? Alors pour moi, il n'y a pas de critères réglementaires parce que ce que vous venez de décrire n'existe pas encore. Enfin, je crois et ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on arrive à ça? Alors ça, c'est vraiment côté universitaire, c'est en train de se faire en fait. Effectivement, la simulation est en train de rentrer dans les cursus de formation de façon obligatoire pour valider alors je ne sais pas si c'est des acquis, mais en tout cas, effectivement... Il faut peut-être monter au créneau des pouvoirs publics là pour... Ouais. Et là, après, ce sera les sociétés savantes, j'imagine, qui vont
a maintenant les outils pour le faire. Ce que tu dis sur le financement est hyper important et je pense que c'est le rôle des universités. C'est simplement, c'est leur boulot, quoi. C'est leur boulot d'acheter des simulateurs pour former les gens. Nous, à l'université... Non, mais, oui, non, alors après, en effet, c'est leur boulot, mais en effet, comme il n'y a pas d'argent, c'est pour ça que je posais la question, parce qu'en fait, avec ton robot avec ton simulateur sur le robot, en fait, c'est de passer par les industriels, et en fait, du coup, on délègue une partie de la formation, nous, les académiques, aux industriels qui ont, eux, obligation quand même de former les gens quand ils fournissent un matériel, mais qui n'est pas académique, quoi. Donc, c'est sûr après, que donc ça, c'est juste parce que j'y pense, parce que je suis désolé, j'ai le cerveau qui fonctionne plus si je dis pas tout de suite. Là. Non, c'est-à-dire qu'aussi, comment tu conçois, c'est-à-dire que tu fais ton simulateur, c'est-à-dire qu'en effet, est-ce que tu t'entoures d'experts, le label, comment, parce qu'après, si on explose la simulation, qu'est-ce qui me dit que ce simulateur est mieux, entre guillemets, et plus proche de la réalité par rapport à un autre, pour, j'allais dire, aller voir une université en disant j'ai un label ou pas. Donc, parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas, est-ce que vous réfléchissez à une accréditation, labellisation de vos simulateurs ou pas? Pas de cette façon-là. Effectivement, ce qui est important, c'est d'être entouré d'experts médicaux et de le montrer et d'avoir effectivement nous, on n'a pas la légitimité, donc on a une légitimité à la limite technique, mais c'est tout. Donc nous, on essaie de s'entourer. Alors peut-être pas avec un board médical pour l'instant bien structuré. C'est aussi des choses que peut-être qu'on n'a pas bâti assez tôt, mais derrière, chaque université dans laquelle je vais a son comité d'experts qui vont évaluer les simulations. Et il y aura des avis. Vous savez aussi. Le truc sur la cataracte, c'est. Mais parce que là, ça part d'un besoin exprimé par une fondation, et c'est eux seuls qui dispensent ces formations dans le monde, en fait. Donc eux, ils créent un réseau de centres de simulation pour adresser uniquement ce besoin-là. Et donc, ils ont standardisé la procédure et ils vont formater des techniciens, presque plus que des chirurgiens, à cette opération par leur protocole d'apprentissage. Mais alors, ils essaient de travailler avec l'OMS, tout ça, ils font des choses, mais bon, ça Ouais, celui-là, il y a eu une étude, justement, ils ont publié pour la première fois cette année, dans Nature, en plus, il y a eu un gros truc, où ils ont validé justement l'apport pédagogique du simulateur. Donc, toujours pareil, on prend des cobayes qui n'ont pas accès au simulateur, des gens qui passent au simulateur, et puis on évalue leurs erreurs. Et donc là, il y a eu une première publication. Ça, il y en a plein des publiés. Chaque simulateur accompagné en général de preuves qui forment, en fait. Mais que c'est mieux qu'un. Juste pour répondre à la question sur la segmentation de la société, là, parce que effectivement c'est des questions qu'on se pose. Jusqu'à présent, on avait une vision, on a toujours en fait une vision très technique, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de simulateurs, ils partagent énormément de technologies communes, et découper notre société, c'est aussi peut-être pour l'instant se casser cette facilité qu'on a à justement construire en gros faire en sorte que nos simulateurs s'enrichissent les uns les autres via cette plateforme technique. Pardon ? Oui, on peut. Je suis d'accord. Ouais, mais c'est déjà des choses. Ça nous est arrivé en fait. On a déjà ces discussions avec certains industriels. Et effectivement, après, c'est vrai que nous on vient un peu de l'open source, on vient de Sofa qu'Eric connaît bien. Et donc on a gardé un petit peu de naïveté par rapport à ça, mais on est en train de faire, de s'y préparer. Oui, rapidement. Donc, je pense que j'aurai aussi un conflit d'intérêt, puisque avec Quellon à l'IHU de Strasbourg, je pense qu'à un moment donné, je vais venir vous voir dans pas longtemps. Mais néanmoins, est-ce que tu pourrais nous décrire l'environnement, les autres offres qu'il peut y avoir sur tous les autres, puisque tu disais que c'est un marché qui est en train de se développer, qui potentiellement va exploser. Ouais. Donc, quels sont les acteurs aujourd'hui et contre qui vous avez à vous benchmarker d'un point de vue alternatif concurrentiel? Il y en a pas mal. Ils sont quasiment tous là. Donc il y a effectivement nos collègues de Virtamed qui sont là. C'est pas des. En fait, moi je considère pas qu'on soit concurrents. Au final, on est tellement peu nombreux par rapport à justement à tout ce qu'il y a à faire, et finalement toutes ces sociétés travaillent
plutôt les unes avec les autres. J'ai dit sur la robotique, on travaille avec Surgical Science, donc qui est un des gros acteurs qui est aussi ici. Voilà, en plus, c'était en train de, comme vous le disiez, en fait, il y a eu cette dernière année beaucoup de mouvements d'acquisition entre sociétés. Donc, justement, il y a une espèce de maturité qui est en train de, des sociétés qui étaient là depuis 20 ans sont en train un peu de se faire de fusionner, clairement, donc pour prendre une forme de monopole. Et donc oui, il y a peu de sociétés. En fait, grosso modo, il y a très peu de sociétés. Il y a une société Vertamed qui est en Suisse, il y a une société en Israël, quelques sociétés aux US, enfin une grosse société plutôt au Canada maintenant. Et puis c'est à peu près tout. Quelques sociétés scandinaves qui sont là depuis longtemps, qui étaient un peu les pionniers il y a 20 ans. Et c'est tout. Après, il y a plein de nouvelles... ça c'est on va dire... presque l'ancien modèle, parce qu'il y a maintenant plein de sociétés aussi qui se développent sur la VR, sur d'autres modalités de simulation plus low cost, justement parce qu'il y a cette problématique de démocratisation. Et il y a aussi du gain pédagogique à obtenir à partir de ça. Là, il y en a beaucoup plus. Je ne les connais pas toutes, mais en France, on a SimForest, par exemple, qui est une société importante.